Le 20h, merci de vous informer sur RTI 1. Voyons tout de suite les titres de ce nouveau journal. Journée nationale du partenariat. Les rendez-vous du dialogue public-privé se tiennent depuis ce matin à Abidjan. L'objectif visé pour cette 6e édition est de renforcer la vision partagée et complémentaire entre l'État et le secteur privé pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. 295 futurs gestionnaires des ressources humaines de l'École nationale d'administration ont eu la visite de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Il a été question de l'importance de cette formation qu'ils reçoivent et de la nécessité de leur implication réelle. Les mines, le pétrole et l'énergie, 3 secteurs d'activité en pleine croissance et érigés en axe prioritaire par l'État de Côte d'Ivoire. Pour concrétiser cette décision, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie met à contribution les experts nationaux et internationaux. Aujourd'hui, 6 novembre, le gouvernement sud-africain a décidé de rappeler tous ses diplomates d'Israël pour consultation du fait de la situation à Gaza. Le pays estime que la réponse d'Israël est devenue une punition collective qui viole le droit international humanitaire. Bienvenue, bonsoir à tous. Les rendez-vous du dialogue public-privé se tiennent depuis ce matin à Abidjan. Les participants vont jusqu'à 48 heures afin de mener des réflexions autour de la responsabilité sociétale des entreprises. Cette 6e édition met en avant le type de partenariat à promouvoir entre l'État et le secteur privé. Aboulaye Koné. Et c'est parti pour la 6e édition de la Journée nationale du partenariat. L'édition 2023 va ouvrir des réflexions autour de la responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d'Ivoire solidaire. Ce thème illustre parfaitement notre conviction profonde en la capacité du secteur privé à apporter en complément de l'action du gouvernement des solutions viables pour répondre aux défis de développement durable de notre pays, tout en bénéficiant de dividendes conséquents sur le long terme, ce qui est possible pour chaque entreprise, chaque grande entreprise et chaque PME. En plus des partenaires locaux, plusieurs points focaux de la commission de l'UEMOA prennent part à ce dialogue public-privé. La RSE, qui est un outil très important dans la vie active des entreprises pour mettre en valeur les relations entre ce qu'on appelle le patronat et le personnel, doit être une réalité. Parce que c'est le capital humain. Lorsqu'il est promu, lorsqu'il est mis dans les conditions suffisantes, sa productivité s'améliore et s'accroît. Partenaire institutionnel stratégique du DPP, la Banque africaine de développement, porteuse des thématiques relatives à la RSE, était également représentée. Le thème de la JNP 2023 est conforme à l'orientation stratégique de PACA-CI, qui est d'accélérer la diversification économique ivoirienne afin de rendre la croissance plus inclusive, durable et résiliente au choc. Prenant la parole, le représentant du secteur privé a expliqué le choix de la thématique de l'édition 2023. La RSE est devenue l'enjeu majeur en ce début du XXIe siècle pour permettre notamment aux entreprises de répondre avec pertinence aux consommateurs devenant de plus en plus exigeants. Consciente de tous ces enjeux, la CGCI a entrepris depuis des années un vaste programme de sensibilisation et de renforcement de capacités sur les problématiques liées au développement durable. La conférence inaugurale du Premier ministre au patron de la JNP 2023 a été dite par le ministre des Finances et du Budget. Au moment où le gouvernement s'est engagé à garantir à nos populations un avenir meilleur et plus durable, il est plus qu'essentiel de consolider, à travers ce cadre de dialogue permanent, la vision partagée et complémentaire entre l'État et le secteur privé, en fédérant nos énergies pour mettre fin à l'extrême pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice et trouver des solutions pérennes aux effets du dérèglement climatique. C'est pourquoi je voudrais me réjouir de la tenue de la 6e édition de la JNP, dont le thème nous invite à une profonde réflexion
sur la trajectoire nationale pour l'atteinte des ODD à travers l'examen de la RSE, qui est par essence la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Au cours de la cérémonie, le prix spécial du dialogue public-privé 2023 a été décerné à une huitaine de personnalités. Il s'agit d'acteurs qui se sont fortement illustrés dans la mise en œuvre du partenariat État-secteur privé. Quel est le rôle du gestionnaire des ressources humaines dans une administration publique? Quels sont les défis auxquels il doit faire face pour contribuer efficacement au rayonnement national? La ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration a échangé sur ce sujet avec 295 futurs gestionnaires des ressources humaines. Ils sont en formation au sein de l'École nationale d'administration. Le reportage de Grace Kando. La ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, rencontre les 295 élèves de l'École nationale d'administration ENA formés en gestion des ressources humaines et qui s'apprêtent à intégrer la fonction publique. La création de la filière de gestion des ressources humaines s'inscrit dans le vaste chantier de modernisation de notre administration et le gouvernement a bien compris l'enjeu et a décidé de passer à une phase de professionnalisation de la gestion des ressources humaines. Pour une gestion optimale et professionnelle des ressources humaines de l'État, la création de cette filière s'impose. L'État se réjouit qu'avant que ces agents nouvellement sortis de l'État puissent intégrer l'administration, il y ait cet échange direct qui permettent aux uns aux autres de fixer les exigences de l'emploi et de fixer effectivement tout le rituel qui va donc encadrer le processus de l'intégration de l'administration. La ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, partage ses attentes sur la création de cette nouvelle filière. C'est important pour une organisation d'encadrer ses ressources humaines, de bien gérer la carrière de ces ressources humaines et de se donner des moyens pour que les ressources humaines soient épanouies dans tout leur parcours professionnel, qu'elles soient à même de donner le meilleur d'elles-mêmes pour répondre aux attentes de leur administration. Le décret de création de la filière en gestion des ressources humaines a été pris en Conseil des ministres en juin 2020. Les mines, le pétrole et l'énergie, des secteurs d'activité en pleine croissance. Ils ont d'ailleurs été érigés en axe prioritaire par l'État de Côte d'Ivoire. Et pour concrétiser cette décision, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie met à contribution les experts afin d'actualiser les orientations stratégiques et aussi pérenniser les intérêts de la Côte d'Ivoire. Lansine Bakayoko. Selon le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly, même si les plans quinquennaux de développement définissent les activités stratégiques sectorielles, l'efficacité impose que ce cadre de référence puisse être alimenté à partir de contenus d'une portée plus large et plus longue. Une sorte de boussole relativement permanente. Pourtant, en ce qui concerne les axes de son département ministériel, en l'occurrence l'énergie et les ressources minérales, il manque un cadre de politique nationale structuré et intégré qui pourrait servir de schéma directeur immuable. Cette situation ne permet pas d'implémenter des actions cohérentes et durables avec des impacts optimisés. C'est ainsi que nous avons pris la décision de combler ce vide structurel en confiant à une équipe de consultants internationaux et nationaux constituée des Africains de préférence justifiant de compétences et expertises établies, une mission d'assistance pour l'élaboration d'une politique nationale de l'énergie et des ressources minérales. Constat, cette étude commanditée par Mamadou Sangafoua Koulibaly s'écarte du schéma classique qui consiste à recourir à une firme internationale de conseil disposant d'un fonds d'études dans le domaine. Ce choix se justifie par deux raisons aux allures de points de précaution. En premier lieu, je voulais une étude totalement indépendante, axée sur les seuls intérêts du pays. L'indépendance des consultants vis-à-vis des divers centres d'influence de l'écosystème international m'est apparue primordiale.
pour la conduite des réflexions non orientées. En second lieu, la politique sectorielle de la Côte d'Ivoire doit être spécifique, distinctive et innovante. Pour la Côte d'Ivoire qui veut devenir un pays minier, un hub énergétique et une puissance pétrolière, le futur doit impérativement se bâtir sur le socle d'axes stratégiques que l'étude déterminera. Une mission difficile mais exaltante pour la quinzaine d'experts déjà au laboratoire. Un autre secteur en plein essor, l'agro-industrie. Les 16, 17 et 18 novembre prochains, Abidjan va abriter les Journées nationales de la transformation. Cette 8e édition met en pole position la sensibilisation à la consommation des produits locaux. Léon Brou. Dans ces box qu'inaugure le ministre du Commerce et de l'Industrie seront exposés des produits issus de l'agro-transformation et ce, pour compter du 8e salon des équipementiers, producteurs et transformateurs de produits agricoles du 16 au 18 novembre 2023. 3 jours de rencontres B2B, de promotion de partenariats d'affaires et du financement agricole ou agro-industriel, mais aussi d'exposition de produits et autres savoir-faire locaux. Nos produits ont beaucoup de coproduits et ces coproduits peuvent apporter beaucoup de richesses, créer beaucoup d'emplois et rendre plus rentable l'activité de transformation. 6 filières prioritaires cette année, notamment anacarde, cacao, fruits et légumes. Autre innovation, la mutation des journées des métiers de la transformation en journée nationale de la transformation JNT, toute l'expression de l'implication de l'État dans la recherche de solutions aux défis de la transformation et de la consommation des produits locaux, conformément à la quête nationale de sécurité alimentaire et d'industrialisation. Notre souhait, c'est d'attirer d'autres acteurs dans ce secteur de la petite transformation ou de la grande transformation. Et c'est à ce prix que notre économie, en tout cas, sera ce que le président de la République souhaite. Cette économie à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l'horizon 2030, avec une réduction de moitié du taux de pauvreté et avec également un doublement des revenus par tête d'habitant. Sensibilisation à la consommation des produits locaux, thème des JNT 2023, dont le lancement est aussi marqué par la remise des prix Souleymane Diarra-Souba de la meilleure agro-transformatrice et du meilleur équipementier 2022. Direction Boaké, région du Beké, 500 jeunes acteurs du secteur informel ont reçu des financements à hauteur de 250 000 francs CFA par personne. C'est à l'institution socio-éducative de la ville que le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, a procédé à la remise des chèques. Le reportage de Boubacar Silla et Soro Corona. 500 jeunes acteurs du secteur informel à Boaké reçoivent chacun un chèque de 250 000 francs CFA pour leur permettre d'entreprendre ou de renforcer les activités afin de développer leur autonomie financière. Les bénéficiaires reçoivent leur chèque des mains du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, à l'institution socio-éducative de Boaké. Cette cérémonie de remise des chèques est couplée à celle de la remise de matériel aux bénéficiaires du programme des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO, un programme gouvernemental qui offre des opportunités d'emploi temporaire et de formation aux jeunes en situation de vulnérabilité. Je dis beaucoup merci au président Alassane Ouattara pour ses conseils envers la jeunesse. Je dis merci au gouvernement. Je compte l'utiliser pour mon commerce. Je nous a fait grâce de ce que nous faisons partie de la population de Boaké, qui faisons partie aussi du projet TIMO. Le maire de la commune de Boaké invite les bénéficiaires à faire bon usage des fonds reçus et à s'intéresser aux activités mises en place par l'Agence Emploi Jeunes. Amadou Kone félicite le gouvernement pour toutes ses actions en faveur de l'épanouissement des jeunes. En réalité, grâce à votre concours, grâce au président, ce week-end, c'est plus de 2000 jeunes de Boaké qui seront réinsérés dans le tissu économique et social. Et je voudrais vous prier de transmettre nos remerciements sincères au président Alassane Ouattara. Le ministre Mamadou Touré rappelle que ces actions s'inscrivent dans le cadre du programme Jeunesse du gouvernement 2023 visant à résorber la question du chômage et améliorer l'employabilité des jeunes. C'est une dynamique qui ne va pas s'arrêter. Pour dire aux jeunes de Boaké de continuer à garder espoir, mais de continuer à se battre pour aller à la rencontre des opportunités que le président est en train de créer un peu partout. Boaké n'est pas en reste par rapport au programme Jeunes du gouvernement.
Dans la région de Bouaké, environ 5000 jeunes, dont plus de 2500 à Bouaké, ont bénéficié du PJ-Gouv 2023. Pour cette année, le budget total du PJ-Gouv s'élève à 361 milliards de francs CFA. Il s'accentuera autour des différents axes, notamment la formation, l'insertion professionnelle, l'entrepreneuriat, l'amélioration du bien-être des jeunes et le renforcement civique et citoyen des jeunes. Sur place à Bouaké, dans le cadre des préparatifs de la CAN, des travaux de bitumage et de réhabilitation des voies de la commune ont été lancés. 7,5 km de linéaire à bitumer et 6 km à entretenir pour un coût total de 11,4 milliards de francs CFA. Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Par ce coup de pioche, le ministre des Transports, Amadou Koné, maire de Bouaké, lance les travaux de bitumage et de réhabilitation des voiries urbaines. Une initiative gouvernementale qui s'inscrit également dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, dont Bouaké va abriter une poule. Ainsi donc, l'axe Kankomondo Ndapro, archidiocèse Saint-Marc de Broukro, 2 km 300. La jonction entre la voie AIBF, voie de contournement, voie de la présidence, 425 mètres. La rue Rutingen, au quartier Koko, 160 mètres. La voie contournement cité forestière gendarmerie nationale, 685 mètres. La jonction entre le terminus Gonfreville et la nouvelle voie de Tolakwa-Diokro, 235 mètres. Fin bitume lycée technique, voie principale, Djezou, 745 mètres. Sont entre autres les routes qui seront bientôt bitumées, soit un linéaire total de 7,5 km et 6 km de voirie à réhabiliter avec un nouveau tapis. Coût total des travaux, 11 milliards 400 millions de francs CFA. Il y a des voies structurantes qui vont permettre donc de pouvoir faire partie intégrante même de la CAN. C'est sur ces voies-là que l'équipe va plus s'axer avant la CAN. Une joie pour les populations. Je remercie sincèrement Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara. Vous savez, après la CAN, la voie reste. Ça profite toute la population de Ndakro, Broukro et Aouniansou-Prikro. Remercions le Président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Le maire de Bouaké, Amadou Koné, fait savoir que ce programme aura des impacts socio-économiques inestimables. Il y a une vraie cohérence entre les besoins des populations en réalité et les voies qui ont été définies. Nous allons travailler et sensibiliser les populations à la maintenance non seulement des infrastructures, mais à la maintenance du domaine public. Parce que c'est le domaine public qui est dégradé et qui a des conséquences aussi sur les travaux qui sont réalisés, notamment les travaux routiers. Le délai d'exécution des travaux est de 12 mois. Fin qu'une bonne partie des travaux dans un délai de moins de 3 mois. Nous quittons Bouaké pour la frontière ivoiro-guinéenne. De nombreux conflits fonciers ont été enregistrés ces dernières années entre populations riveraines. La Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, associée à celle de la Guinée, mène une campagne afin de sensibiliser les populations riveraines des deux côtés de la frontière. Les étapes de Koulaleu dans le département de Sipilou et de Gonata en Guinée avec Mamadou Kwasi. Côte d'Ivoire, Guinée. Ces deux pays partagent 610 km de frontières. Faute de matérialisation de la limite entre ces deux États, des conflits fonciers surgissent régulièrement entre les populations riveraines de la frontière. Lorsque c'est la période des semailles, là, il n'y a pas de problème. Mais lorsque c'est la période de récolte, par exemple, certains Guinéens viennent récolter le riz de la population de Koulalé. Or, en réalité, c'est la population de Koulalé qui a ses champs dans la zone frontalière en question. Une situation à laquelle les deux pays veulent trouver une solution définitive. Une délégation mixte ivoiro-guinéenne, conduite par les responsables de la Commission nationale des frontières, est accueillie à Koulaleu, un village du département de Sipilou. Nous sommes venus dire à nos parents que nous avons commencé les travaux de délimitation de la frontière, que nous sommes à la tâche, mais cela ne les empêche pas de créer un environnement paisible. Parce que même si nous délimitons, la vie doit pouvoir continuer pour eux. Nous les avons exhortés à développer le dialogue, à développer la diplomatie coutumière et traditionnelle. Nous avons également exhorté les chefs
d'unité des forces de défense et de sécurité, mais également les autorités préfectorales, à créer des cadres de dialogue. Le lendemain, c'est au tour du village de Konota de recevoir la délégation. Ici, en territoire guinéen, les populations sont invitées au règlement pacifique en cas de conflit. Nous déjà, nous sommes ensemble. Les préfets sont ensemble. Les forces de défense et de sécurité qui ne se connaissaient pas, maintenant ils se connaissent, ils sont ensemble. Quand il y a problème maintenant, c'est à eux de résoudre directement le problème. Vous les appelez, ils résolvent directement le problème. Donc vous n'avez pas besoin vous-même de faire la justice. Pour résoudre complètement la question de matérialisation de la frontière, Diakali Dia Konaté annonce des mesures. Actuellement à Dakar, aux archives de l'AOF, on a une équipe de Guinéens ivoiriens qui sont allés chercher les documents pour voir la frontière, ça passe où. Si il dit que non, on a toujours considéré que le fleuve là, c'est ça qui nous sépare. Est-ce que c'est ce que le blanc vous a dit? Ce que le blanc a dit là, c'est ce que nous on est allé chercher à Dakar. Si on n'a pas vu à Dakar, on va aller à Paris. Si on n'a pas eu à Paris, on va aller à Aix-en-Provence. Les archives d'outre-mer. Si on n'a pas eu là-bas, on va à Washington ou à New York pour aller chercher les documents. C'est quand on va finir les documents, on va regarder ce que le colon a dit. Bon, la frontière, ça passe ici, ça passe pas ici. C'est écrit. C'est ça, nous, on va prendre maintenant pour pouvoir faire le tracé. En attendant, plusieurs villages situés dans la zone frontalière, donc Beya, font l'objet de litiges en termes d'appartenance à un territoire. Préservation de l'environnement, lutte contre le réchauffement climatique. La Côte d'Ivoire vient d'abriter le deuxième webinaire de l'initiative France-Allemagne-Afrique. Les différentes interventions ont évoqué les dispositions à prendre face à la gestion des eaux pluviales et aussi face à l'aménagement des territoires. L'une des solutions principales, la mise en œuvre d'un système d'alerte précoce. Le reportage est signé Walter Hamadou Ouattara. Les inondations récurrentes, les sécheresses prolongées, les glissements de terrain constituent un défi majeur. La France et l'Allemagne s'impliquent aux côtés de l'Afrique à travers l'initiative des services climatiques pour la réduction des risques. Il s'agit d'identifier les manques en termes de connaissances, les innovations dans les services scientifiques climatiques et les besoins de renforcement de capacités pour servir de base aux futurs appels d'offres internationaux sur la réduction des risques et des catastrophes. Les problèmes liés au changement climatique ne peuvent être résolus qu'ensemble dans le contexte de la coopération internationale, technique ou scientifique, où nous créons et mettons en œuvre des actions communes et où les experts africains et européens se réunissent pour promouvoir les idées des projets multilatéraux. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique compte jouer pleinement son rôle. Il est donc essentiel de consulter activement les parties prenantes locales, y compris les scientifiques, les communautés, les gouvernements locaux et les organisations de la société civile. C'est aussi l'innovation majeure pour éviter justement un décalage entre les objectifs visés par l'initiative CS4RRA et les besoins réels des populations et des pays africains. Selon un rapport des Nations Unies, dans un contexte mondial de changement climatique, d'ici à 2050, une augmentation de 1,2 à 1,9 degrés Celsius pourrait accroître entre 25 et 95% le nombre des 278 millions d'Africains sous-alimentés. Dans cette même lancée de protection de l'environnement et de préservation du couvert forestier ivoirien, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, est en Afrique du Sud. Il a échangé avec des partenaires spécialisés dans la création de parcs animaliers. Il s'agit, entre autres, pour le ministre ivoirien, de donner un visage plus reluisant aux forêts classées de son pays, en particulier celle d'Anguédédou. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux en Afrique du Sud, Kalidio Mondé et Ngata Kwame. Considérée comme le poumon vert d'Abidjan, la forêt classée d'Anguédédou est victime d'infiltrations clandestines qui tendent à la détruire. Il faut donc la clôturer pour assurer sa survie, mais également y développer un parc animalier en vue de sa valorisation.
Voici les ambitions que nourrit le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba. Des ambitions qu'il dévoile au cours d'une séance de travail à Cape Town avec son partenaire sud-africain Sustain, spécialisé en la matière. La forêt classée d'Anguédou est une forêt capitale. Nous anticipons pour protéger cette forêt qui nous permet de recharger les nappes. C'est cette nappe-là qui permet de donner de l'eau potable aux populations d'Abidjan. Nous voulons développer dans chaque région un parc zoologique pour permettre de conserver la faune, mais aussi de faire de l'écotourisme avec. Et aujourd'hui, nous voulons prendre des dispositions pour créer 2 sanctuaires fauniques et stabiliser les éléments fauniques, surtout le mouvement des éléphants. C'est un projet d'une envergure nationale et important pour le ministère. Donc nous avons notre partition pour pouvoir atteindre tous les objectifs fixés et puis donner de la valeur au secteur environnemental de Côte d'Ivoire. Les 2 parties sont convenues de réaliser une étude de faisabilité des 10 projets d'ici à décembre 2023. À l'issue des échanges, la délégation ivoirienne et son partenaire ont effectué une immersion au sein du West Cape National Park et de la réserve animalière de Kwatou, avec son musée dédié à la culture San. Question de s'enrichir de l'expérience faunique et touristique sud-africaine. Nous sommes dans le pays qui a la plus grande réputation en matière de conservation et d'exploitation de la faune sauvage. Nous ressortons de cette visite enrichis d'informations et d'espoir surtout, quant à la collaboration pour nous aider à monter des projets pour la forêt classée d'Anguédou, mais également pour la résolution des conflits homme-faune à travers la création des sanctuaires de faune. Le fait de visiter ces 2 parcs nous a donné des idées. Quand nous allons aménager la forêt classée d'Anguédou, nous allons pouvoir créer aussi un musée de la biodiversité pour que ça soit un produit d'appel pour appeler les gens à venir visiter ce parc. L'Afrique du Sud compte plus de 50 parcs et réserves naturelles, des atouts qui font de ce pays la première destination touristique du continent, devant la Tunisie et le Maroc. Un cas d'école pour la Côte d'Ivoire. Le 23 octobre dernier, la pluie a fait des dégâts, principalement dans 2 communes d'Abidjan. Une délégation du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue aux côtés des populations sinistrées à Yopougon et à Cocody. Michel Mambo. 2 décès, dont une petite fille de 5 ans. Une personne blessée et de nombreux dégâts matériels. Triste bilan des pluies diluviennes qui se sont abattues le 23 octobre 2023 sur le district d'Abidjan. C'est son grand frère qui est venu en courant à la maison que la clôture est tombée sur sa petite sœur. Donc, effectivement, je ne suis pas tout en courant. Je ne suis pas tout trouvé ma fille en bas de la clôture. Donc, on a essayé de soulever sur elle, on n'a pas pu, elle est morte. Le drame ne laisse pas le gouvernement indifférent. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, dépêche à Yopougon-Niangon et aux 2 plateaux à l'Accro, commune de Cocody, une délégation auprès des familles éplorées et des victimes. Madame la ministre, conformément aux instructions du président de la République, qui demande d'être proche des populations, qui demande qu'aucun Ivoirien ne se sente à l'écart, ne se sente laissé pour compte, nous a demandé de visiter ces familles-là pour apporter la compassion du gouvernement. Nous déplorons depuis un moment des pluies assez fortes et récurrentes. Ces visites-là sont aussi le lieu de sensibiliser et d'inviter les uns et les autres à la solidarité. Et les victimes d'exprimer leur reconnaissance. Ce soir, je ne veux pas être non. Que Dieu vous bénisse. Ce acte que vous venez de poser, que Dieu se souvienne de vous, donc qu'est-ce que vous allez entreprendre? Valeur totale des dons, 1 500 000 francs CFA. À Rubino, dans l'Agnébi-Tiassa, on parle de prières pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Les guides religieux ont exhorté les fidèles à la culture de la coexistence pacifique et à la préservation de la paix et du vivre ensemble. Voyons cela avec Pargas Rokoné. Place publique du quartier Koko de Rubino, localité située dans le département d'Aboville, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. C'est ici que guides religieux, femmes,
Jeunes et fidèles musulmans se sont donné rendez-vous pour une conférence sur le comportement exemplaire du prophète Mohammed. Au cours de sa conférence, Cheikh Amara Doumbia, par ailleurs, fils des Rubino, a exhorté la communauté musulmane dans son ensemble à être des artisans et des ambassadeurs de paix, comme l'a été le saint prophète, le prophète Mohammed. Inculquer les valeurs cardinales de la morale religieuse aux enfants, tout en leur indiquant le chemin à suivre. Ce sont les recommandations du prophète de l'islam. Chaque parent doit s'atteler à veiller à la bonne éducation des enfants pour une société prospère. Les propos du conférencier, fort appréciés par population et fidèles musulmans. Je dis merci au Cheikh Amara pour tous ses conseils, pour toutes ses bénédictions. Le musulman doit éduquer les enfants. Ici à Rubino, c'est un fait un peu particulier, entre chrétiens et puis musulmans. En tout cas, il y a l'entente parfaite. Cette cérémonie religieuse qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam a bénéficié du soutien des autorités administratives, des élus et cadres de la région. Ça a été vraiment une très belle conférence. Nos enfants qui vont derrière l'eau en passant par les Méditerranées, ça aussi c'est très dangereux. Nous appelons nos enfants, nos jeunes, de revenir à la raison. C'est par des prières et des bénédictions pour le président de la République, Alassane Ouattara, pour son gouvernement et pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire que la célébration de l'édition 2023 du Maolid à Rubino a pris fin. En sport, Ligue des champions féminines, les championnes d'Afrique, l'AS FAR du Maroc, se sont inclinées devant les Ghanéennes cet après-midi au stade Laurent Pokou de San Pedro. Score de cette rencontre du groupe B, 1-2 pour le Ghana. Et l'actualité internationale en bref pour clore ce journal. Premier point, la RDC. L'Union européenne accepte de déployer une mission d'observation pour les élections générales dans ce pays d'Afrique centrale. Souleymane Donisangou et Aboulaye Koné. L'Union européenne a décidé de déployer une mission d'observation pour les élections générales en République démocratique du Congo. La date du scrutin est prévue pour le 20 décembre, un triple scrutin avec la présidentielle, mais aussi la députation provinciale et nationale. La campagne doit commencer le 19 novembre prochain. L'Union européenne déclare avoir répondu favorablement à une invitation du ministère congolais des Affaires étrangères. Le gouvernement sud-africain a annoncé lundi sa décision de rappeler ses diplomates en poste en Israël pour des consultations. Il n'a pas précisé la durée de ce rappel, mais a souligné la déception de Pretoria face à la poursuite des bombardements israéliens sur des écoles et des hôpitaux dans la bande de Gaza. Les diplomates donneront un briefing complet sur la situation au gouvernement qui décidera alors s'il peut apporter son aide ou si une relation continue est réellement en mesure d'être maintenue. Le chef de la junte guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, a déclaré avoir licencié plusieurs militaires et agents pénitentiaires. Ils sont accusés de manquement à l'emploi et de mauvaise conduite, une décision qui fait suite à l'opération Commando au cours de laquelle des hommes lourdement armés ont fait provisoirement sortir de prison le capitaine Moussa Dadis Camara. Ce dernier avait pris la fuite avec 3 codétenus. Tous sont actuellement jugés pour un massacre commis en 2009 sous sa présidence. 3 des fugitifs, dont le capitaine Dadis, ont été repris le même jour. Un 4e homme, Claude Pivy, qui figure également parmi les principaux accusés du procès, est toujours en cavale. Et c'est la fin de ce journal. Retrouvez à 23h Régis Kofi. Moi, je vous dis à demain. Bonsoir.